Donc voilà, la situation, c'est le docteur Z, qui est peut-être un homme ou une femme, qui reçoit en consultation un nouveau patient, homme de 35 ans, qui a des céphalées quotidiennes légères depuis 10 jours. Il n'a jamais eu de céphalée auparavant. Le médecin est embarrassé. Quel diagnostic évoquer? Est-ce qu'il faut explorer, faire un traitement d'épreuve, etc. Et il se dit, je vais faire une recherche rapide de recommandations sur ce thème. C'est un thème tellement banal, il doit y avoir sûrement une fiche simple qui me dit quels sont les premiers pas pour débrouiller ce problème en consultation. Donc, elle commence par aller sur le site de l'HAS, elle met le mot-clé céphalée, qui ramène 1435 résultats. Et heureusement, les recommandations sont en tête, mais il y en a 118. Elles sont traitées par pertinence. Donc, il parcourt les 20 premiers documents, et sur les 20, il y en a 2 qui ont une certaine utilité, qui ne sont pas centrés sur le symptôme céphalée, mais qui permettent, disons, pour le premier, d'éliminer une céphalée chronique quotidienne. Clairement, ça n'est pas une. Et puis le second lui permet aussi d'éliminer la migraine, puisque ce n'est pas une migraine. Donc ça sert plutôt à dire « Ah ben ce n'est pas ça, donc je ne peux pas aller plus loin ». Alors il va ensuite sur SysMef, et elle met le mot-clé céphalée, limitation à recommandation. Et elle trouve 5 résultats. Le premier, et qui est le seul d'ailleurs utilisable, c'est des lignes directrices sur la prise en charge en soins primaires des céphalées de l'adulte, publié dans le Médecin de famille canadien. C'est récent, les liens d'intérêt sont exposés, la méthode est exposée, ça fait quand même 12 pages avec un assez gros algorithme, pas tout à fait utilisable en consultation, mais enfin c'est un bon document en didactique. Et ensuite, on trouve des choses qui tournent autour, mais c'est des petits bouts, etc. Ce n'est pas sa situation. Il y a des recommandations pratiques pour le diagnostic en urgence des céphalées aiguës non traumatiques. Donc vraiment, c'est l'urgence. Il y a une ligne de conduite pour l'imagerie, ce qui vient du Luxembourg. Donc je vous rappelle que là, on ne cherche qu'en français. SysMef ne cherche qu'en français. On retrouve les recommandations de l'HAS. Et alors, on trouve une actualisation du document de l'HAS, mais qui est faite par une société, par la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui fait 44 pages. Les liens d'intérêt sont évoqués d'une manière qui n'est pas claire du tout. Il y a écrit « Actualisation des recommandations de la HAS ». Donc voilà ce qu'on trouve sur SysMef. Et ensuite, en se disant « mais c'est pas possible, il va y avoir quelque chose de plus proche de mon besoin que je vais trouver », elle se dit « tiens, je vais aller voir sur la grande bibliothèque de santé ». Alors la grande bibliothèque de santé, je ne sais pas si certains parmi vous l'utilisent, ça utilise un moteur Google. C'est tenu par deux médecins de santé publique qui ont une bonne expérience de la recherche documentaire et des synthèses de la littérature, de manière tout à fait bénévole, et qui indexent des documents Google. Alors, on retrouve ce qu'il y a dans SysMef, et on retrouve en plus, en regardant les 30 premiers résultats, ce qui prend déjà un peu de temps, 4 articles didactiques, un protocole d'urgence, un protocole sur Ebola, un sur les céphalées après ponction lombaire. On retrouve Vidal-Recaux sur les céphalées. On trouve la prise en charge, alors ça c'était étonnant, on trouve la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la migraine, et qui dit pareil, actualisation de la HAS 2006, et c'est des recommandations faites à la demande de la Société française d'études de la migraine et des céphalées, publiées dans la revue neurologique, et c'est payant, donc on ne peut pas y accéder. Et finalement, la bibliothèque Le Manicier, qui a des centaines et des centaines, qui suit les consensus, les recommandations, les guidelines depuis qu'elles existent. Enfin, il y en a des centaines et des centaines, mais qui sont classées par appareil, neurologie, etc. Donc, en neurologie, neurochirurgie, 80 revues, il n'y a rien de plus. Donc, finalement, on peut dire que sur un thème aussi banal, est-ce que le thème est trop banal? Est-ce que ce que nous voyons en consultation, c'est trop banal pour faire l'objet de recommandations rapides et pratiques? En tout cas, le docteur Z n'a pas trouvé et a perdu pas mal de temps. Alors, juste, j'ai regardé un peu quelles étaient les recommandations faites par la HAS dans les 5 dernières années, et j'ai essayé de voir quelles étaient celles qui portaient sur des problèmes importants et fréquents. Alors, en fait, des recommandations, il y en a, je crois, dans les 5 dernières années, c'est de l'ordre de... c'est ça, entre 30 et 35. Il y en a 7 qui portent sur des problèmes importants, mais on ne trouve pas vraiment de débrouillage d'une situation clinique de base. Donc il y a, et c'est des problèmes très importants de santé publique et tout ça. Donc arrêt de la consommation de tabac, prévention vasculaire après un infarctus cérébral,
Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabétique de type 2, diagnostic pris en charge de la maladie Alzheimer, surpoids, obésité de l'adulte, surpoids, obésité de l'enfant, interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que dit la revue Prescrire sur ces 7 recommandations. Alors, sur les 7 recommandations, il y en a une qui a été jugée intéressante par la revue Prescrire. Les autres sont jugées inutiles ou à rejeter. Alors après, bon, ça vaut ce que ça vaut, la revue Prescrire, mais en tout cas, c'est dire qu'on peut discuter sur le contenu. Donc, j'ai presque fini. Je voulais dire que, là, Pascal a dit un petit peu, les sources de recommandations francophones pour les médecins généralistes. La HAS propose beaucoup de choses dans des très nombreux formats, avec des objectifs qui changent un peu d'un document à un autre. Il y a des RPC, il y a des guides ALD, il y a des parcours de soins, il y a des choses qui s'appellent reco de clics, algorithmes, diaporamas, référentiels. En plus, le site web est pour le moins peu ergonomique. Hein. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, essayer de trouver le parcours de soins de l'insuffisance cardiaque. Il faut faire insuffisant coronaire pour tomber dessus. Avec insuffisance cardiaque. Enfin, il y a des choses curieuses sur le site. Alors, il y a plein d'autres structures qui proposent des recommandations. La CNAM semble s'y mettre maintenant un petit peu, puisqu'on m'a proposé de participer à faire un petit document sur l'utilisation de l'automesure tensionnelle, puis sur l'évaluation de la fonction rénale, enfin bon, des choses comme ça. Et il y a plein de sociétés scientifiques, mais il n'y a pas de société de médecine générale qui fasse des recommandations à elle toute seule, alors que ça se fait dans bien d'autres pays, hein, la Hollande par exemple. Et même au départ, moi j'ai bien connu le départ de l'ANDEM et de l'ANAS, il n'était pas question de faire des recommandations en distinguant les niveaux de soins, surtout pas. C'était des recommandations pour des problèmes de santé, et ceux qui considéraient que c'était de leur niveau les appliquaient. Mais ce n'était pas orienté clairement premier recours, deuxième recours, troisième recours. Et je pense qu'en fait, cette approche apparemment permissive et démocratique, elle a plutôt fait du tort parce qu'elle a conduit à une multiplication de choses dans tous les sens. Et alors, pour finir, je dirais que pour être utile au quotidien, aujourd'hui, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin de recours centrés sur des situations fréquentes, y compris sur des symptômes. Rigoureuse, c'est-à-dire avec une méthode connue, un niveau de preuve explicité. Hein. Le niveau de preuve, ça peut être un consensus d'experts, mais le niveau de preuve, elles doivent être fiables, donc déclaration publique d'intérêt, elles doivent être précises. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Si on veut proposer à quelqu'un un arbre de décision, l'arbre de décision, il ne peut pas comporter des trous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi de l'avis d'experts, c'est mieux que rien, pour boucher les trous. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il y a des recommandations qui, parfois, quand on les lit, on ne sait pas trop. Il y a des objectifs qui sont un peu différents pour un certain nombre de thèmes. Il faut qu'elles soient actualisées. Il ne faut pas laisser à d'autres le soin, une fois qu'on a démarré sur un thème, il faut l'actualiser régulièrement. On ne peut pas laisser ensuite une société plus ou moins savante dire, ben voilà, je vais actualiser la recommandation de la HAS et se prévaloir du sigle HAS, alors qu'en fait, c'est une actualisation faite par d'autres. Il faut absolument qu'elle soit accessible, regroupée sur un site, un accès libre, qu'elle soit facile à consulter en consultation, qu'elle soit en français. Et juste, je veux faire remarquer qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce qui est utilisé tout le temps au quotidien, en particulier par les internes et les jeunes médecins? Ce n'est pas les recommandations, c'est les outils d'aide à la décision dérivés de recommandations et qui vont très vite, hein, dans lesquels il y a à cliquer, on rentre le profil patient, et on a une base de connaissances avec des règles qui vous sortent ce qu'il faut faire. C'est ça qui est dans la consultation. Donc Antibioclic, Gestaclic, le CRAT, mes vaccins, etc. Le problème, c'est que il y a tel département de médecine générale qui fait, très bien d'ailleurs, telle structure qui est spécialisée dans un autre thème qui fait aussi. On n'a pas un portail dans lequel on va tomber sur l'ensemble de ces outils en une seule fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire comme introduction, parce que je pense que ce que vont dire mes collègues qui suivent tranche considérablement avec le paysage. Voilà, merci.